Quelques minutes avant le mariage, la mariée a entendu le marié avouer à ses amis qu'il ne l'aimait pas et qu'il voulait seulement se servir d'elle. Bouleversée, elle est partie en pleurant, mais elle a pris une décision qui a choqué tout le monde. Le ciel au-dessus du château de Bagnols était d'un bleu limpide, sans un seul nuage pour troubler la lumière dorée du matin. L'air sentait les roses blanches fraîchement coupées, mêlées au parfum discret du lilas planté près des anciennes fontaines de pierre. Le calme des jardins contrastait avec l'agitation douce qui régnait à l'intérieur du château, où les derniers préparatifs du mariage de Camille Duret et Étienne Morel battèrent leur plein. C'était un jour que tout le monde attendait avec ferveur, un événement que les invités qualifiaient déjà de conte de fées moderne. Camille, 32 ans, une architecte prometteuse originaire de Lyon, observait son reflet dans le grand miroir ancien de la suite nuptiale. Son visage était serein, mais ses yeux trahissaient une légère nervosité, un éclat presque imperceptible d'hésitation. Elle portait une robe en dentelle ivoire signée d'un créateur parisien, cintrée à la taille et fluide dans ses mouvements. Les mains posées sur son ventre, elle inspirait profondément, comme si elle cherchait à chasser une sensation diffuse, cette impression sourde qu'une pièce manquait à son puzzle intérieur. Autour d'elle, ses deux amis d'enfance s'affairaient à ajuster les derniers détails. Jeanne resserrait une agrafe dans le dos de la robe, pendant qu'Élise arrangeait une mèche rebelle de cheveux échappés de son chignon. Toutes deux souriaient, confiantes, heureuses, croyant sincèrement que leur amie s'apprêtait à vivre le plus beau jour de sa vie. Camille leur rendait leur sourire, mais sans parvenir à en faire un geste pleinement naturel. Ce n'était pas du doute qu'elle ressentait. Elle ne savait même pas mettre un mot exact sur ce qu'elle éprouvait. Depuis quelques semaines, quelque chose s'était installé en elle, comme une brume. Étienne était toujours aussi présent, toujours aussi charmant, mais il y avait dans ses regards une distance nouvelle, une absence de cette tendresse spontanée qu'il manifestait au début. Camille avait voulu croire que c'était le stress, que les hommes aussi réagissaient étrangement à l'approche du mariage. Le château loué pour l'occasion offrait un décor idyllique, des vignes à perte de vue, des murs centenaires couverts de lierre, un jardin à la française entretenu avec minutie. Les musiciens répétaient doucement une mélodie classique sous la rotonde de pierre, tandis que les invités, venus de Paris, Lyon, Marseille et même de Genève, prenaient place dans l'allée bordée de lavandes menant à l'hôtel. Tout semblait organisé à la perfection. La mère de Camille, élégante dans une robe bleu nuit, passait de groupe en groupe avec fierté, vantant la réussite de sa fille et la prestance du futur gendre. Étienne, lui, se tenait près de la fontaine entouré de quelques amis proches, impeccablement habillé dans son costume gris clair. Il riait, plaisantait, comme si de rien n'était. Il n'avait pas cherché à voir Camille ce matin-là, respectant la tradition, ou peut-être évitant quelque chose de plus profond. Camille, toujours dans la chambre, se leva lentement. Elle regarda une dernière fois son reflet. Malgré les perles accrochées à ses boucles d'oreilles, malgré la coupe parfaite de la robe, elle ne se reconnaissait pas tout à fait. Un frisson lui parcourut l'échine. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait dû. Pas de joie, mais d'un trouble indéfini. Elle ouvrit la fenêtre sur le jardin, laissant entrer l'air doux d'octobre. C'est alors qu'elle entendit des voix, juste en dessous, dans l'allée pavée qui longeait les buissons. 3 voix d'hommes. D'abord indistinctes, puis de plus en plus claires. Elle reconnut d'abord celle de Jules, le meilleur ami d'Étienne, puis celle de Maxime, son ancien colocataire. Enfin, la voix d'Étienne lui parvint, assurée, presque arrogante. Elle n'avait pas l'intention d'écouter. Ce fut une coïncidence. Elle allait refermer la fenêtre quand elle entendit son prénom. Son corps se figea. Elle tendit l'oreille, les doigts crispés sur la poignée. Étienne riait. « Bien sûr que non, je ne l'aime pas. Tu crois que je vais faire tout ça pour de l'amour ? Avec son nom, son réseau, c'est une porte ouverte à tout. Les investisseurs adorent ce genre de façade. Après, on verra bien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille resta immobile, incapable de bouger, comme si le temps s'était arrêté. Le souffle court, elle recula lentement de la fenêtre, les yeux écarquillés, le cœur au bord de l'explosion. Dans sa stupeur, elle heurta un vase de fleurs posé sur une table près du balcon. Il tomba sans fracas, amorti par le tapis, mais un léger bruit suffit à la faire sursauter. Elle n'attendit pas de voir si quelqu'un l'avait entendu. Son regard se voila, ses joues se teintèrent d'un rouge brûlant, et ses yeux commencèrent à se remplir de larmes.
Elle se retourna, traversa la pièce à grandes enjambées et ouvrit la porte avec précipitation. Elle ne pensait plus à rien, ni à la cérémonie, ni aux invités, ni à sa mère qui l'attendait pour la conduire à l'hôtel. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait fuir cet endroit, que le conte de fées n'en était pas un, que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser venait de déchirer le voile de ses illusions en une seule phrase, crue, cynique, implacable. Dans le couloir, elle croisa une employée du château qui recula d'un pas en la voyant dans cet état. Mais Camille ne s'arrêta pas. Elle dévala l'escalier, ses talons claquant contre les marches anciennes, le cœur battant à tout rompre. Dehors, les cloches commençaient à sonner, annonçant l'heure du début de la cérémonie. Mais pour elle, tout venait de s'écrouler. Elle n'était plus cette jeune femme en route vers son mariage. Elle était Camille Duret, trahie, humiliée, consciente qu'un choix décisif devait être fait à l'instant même. Elle ne voulait pas attendre. Pas de confrontation, pas d'explication, pas de scène devant tous ces visages qu'elle connaissait à peine ou qu'elle ne reverrait jamais. Ce dont elle avait besoin, c'était de silence, de distance, d'un endroit où elle pourrait respirer sans ce poids dans la poitrine. Un endroit où le nom d'Étienne Morel ne serait plus qu'un murmure lointain. Elle longea le flanc du château, traversa un petit sentier de gravier et atteignit le parking réservé aux invités. Là, un véhicule attendait, moteur éteint. C'était une voiture louée par un cousin pour transporter des personnes âgées. La porte n'était pas verrouillée. Sans réfléchir, elle monta à l'intérieur, referma doucement derrière elle et s'effondra sur le siège arrière. Elle retira son voile, le jeta au sol et laissa les larmes couler sans retenue. Le château, les cloches, les invités, tout s'éloignait derrière elle. Ce jour parfait n'était plus qu'un décor creux. Le vrai voyage, celui qu'elle n'avait pas prévu, venait de commencer. Le bruissement léger des feuilles dans le jardin contrastait avec la tension qui s'accumulait dans le cœur de Camille, alors qu'elle s'approchait à pas feutrés de la petite allée pavée. La robe de mariée traînait doucement derrière elle, effleurant les pierres anciennes tandis qu'elle se glissait presque par réflexe derrière un vieux massif de buis. La musique du quatuor à cordes se mêlait à des éclats de voix masculines qui la firent s'arrêter net. À ce moment précis, elle n'était plus la mariée attendue à l'hôtel, mais une femme guidée par une intuition pressante, une alarme sourde résonnant dans sa poitrine. Une voix familière éclata d'un rire grave, immédiatement suivie de celle de Jules, puis de Maxime, deux amis de longue date d'Étienne. Ils discutaient sans filtre, convaincus de leur intimité, inconscients que quelqu'un pouvait les entendre à quelques mètres de là. Le dos collé contre la pierre froide du mur du jardin, Camille retint sa respiration. Les battements de son cœur faisaient écho dans ses tempes, sa bouche s'était asséchée. Elle n'avait pas prévu de surprendre une conversation, elle cherchait simplement à calmer le tumulte intérieur qui l'empêchait de savourer cette journée supposément magique. Pourtant, ce qu'elle allait entendre allait fissurer à jamais l'image qu'elle s'était construite de l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Étienne parlait, détendu, presque moqueur, comme s'il racontait une anecdote triviale. Il déclara d'un ton tranchant, sans émotion ni honte, « Bien sûr que non, je ne l'aime pas. Tu penses vraiment que je vais faire tout ça pour des sentiments ? Camille, c'est un passeport. Avec son nom et son image, je rassure les investisseurs. Tout ce cirque, c'est pour le business. Après, on verra bien, hein ?» Un silence stupéfait s'empara du petit groupe. Même les amis d'Étienne semblaient décontenancés par le cynisme brut de ses paroles, mais aucun ne répondit immédiatement. Camille, elle, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle recula instinctivement, la main agrippant le tronc rugueux d'un arbre voisin. Sa gorge se noua si violemment qu'elle eut l'impression de suffoquer. Les mots d'Étienne tournaient en boucle dans sa tête, brutaux, cinglants, dénués de toute ambiguïté. Ce n'était pas une erreur de formulation. Ce n'était pas un malentendu. Il l'avait dit clairement avec cette assurance froide qu'elle ne lui connaissait pas. Il ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais aimée. Il la manipulait, comme un pion dans une stratégie d'affaires. Le choc fut si intense qu'elle manqua de perdre l'équilibre. Son épaule frôla un vase posé sur une colonne de pierre qui tomba dans un bruissement feutré de feuilles mortes. Camille, figée, craignit que le bruit n'attire leur attention, mais les hommes continuèrent leur conversation, sans se rendre compte qu'un fragment de leur cruauté venait d'atteindre sa cible. Elle s'éloigna à reculons, les larmes brouillant sa vision, les mains tremblantes. Chaque pas lui semblait irréel. Le château, la cérémonie, les fleurs, les invités, tout se fondait désormais dans une seule et même sensation,
la trahison. Elle marcha sans but pendant de longues minutes, contournant les salons, traversant des couloirs déserts, les pensées en désordre. Elle revoyait les mois passés, les soirées passées à rêver du futur, les conversations avec Étienne sur la maison qu'ils construiraient, sur les enfants qu'ils auraient peut-être. Chaque souvenir prenait une teinte amère, presque grotesque. Elle se souvenait de la première fois qu'il avait posé les yeux sur elle, lors d'une conférence sur l'architecture durable à Bordeaux. Il l'avait abordée avec cette aisance naturelle qui l'avait immédiatement charmée. Elle avait cru à un coup de foudre réciproque. Mais désormais, elle se demandait si tout n'avait pas été calculé dès le départ. Arrivée près d'un couloir secondaire du château, elle vit son reflet dans une grande vitre. Son visage n'avait plus rien de la jeune femme rayonnante qu'on préparait quelques instants plus tôt. Ses joues étaient marquées par le choc, ses yeux rougis par des larmes encore contenues. Le contraste entre son apparence de mariée et l'état de son âme lui donna presque la nausée. Elle s'accrocha à une poignée de porte, ferma les yeux, tenta de respirer. Mais l'angoisse, comme un étau, lui serrait le cœur. Comment affronter maintenant les regards, les questions, l'insistance d'une mère trop fière pour admettre que tout s'écroule? Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire semblant. Pas une seule seconde de plus. Tout en elle refusait cette mascarade. Il ne s'agissait pas seulement d'une rupture sentimentale, mais d'un effondrement profond de son identité, de ses certitudes, de ses rêves. On ne se relève pas indemne d'un tel mensonge. On ne peut pas dire oui à un homme dont la seule vérité est celle de l'intérêt. Il n'y aurait pas de cérémonie. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Elle essuya ses larmes d'un revers de main, mais d'autres prenaient déjà leur place. Le maquillage ne tenait plus. La robe lui semblait soudain trop lourde, trop serrée, presque étrangère. Le tissu froissé sous ses doigts lui rappelait la scène d'un théâtre dont elle refusait désormais de faire partie. Elle se retourna une dernière fois vers le couloir, écoutant les échos lointains des invités qui prenaient place dans le jardin. Sa mère devait être en train de la chercher. Les musiciens répétaient leurs accords. Le mariage allait commencer, mais pas le sien. Sans réfléchir davantage, elle tourna les talons et quitta l'aile principale du château. Elle traversa la salle de réception, évitant les regards, se faufilant comme une ombre. Personne ne semblait la remarquer. Peut-être était-ce une chance. Ou peut-être que les dieux eux-mêmes détournèrent les yeux, honteux d'avoir laissé pareille trahison s'accomplir dans un lieu aussi beau. Camille sortit par une porte latérale, sentant le vent frais caresser sa peau. Il n'y avait plus de doute. Elle ne reviendrait pas. Pas cette fois. Les graviers crissaient doucement sous les pas précipités de Camille alors qu'elle longeait le flanc sud du château, tâchant de rester hors de vue. Le jardin était vaste, mais elle connaissait parfaitement les moindres recoins du domaine. Elle l'avait visité à plusieurs reprises lors des préparatifs du mariage. Elle savait où les allées se rejoignaient, quels portails restaient rarement fermés, où les véhicules de location attendaient les invités. Le cœur battant si fort qu'elle en sentait la pulsation jusque dans sa gorge, elle se dirigea vers la petite cour où quelques voitures étaient garées à l'ombre de grands platanes centenaires. Les corsages de sa robe de mariée frottaient contre ses bras, lui rappelant à chaque mouvement l'ironie cruelle de cette journée. Elle n'était plus la mariée qu'on attendait. Elle n'était qu'une femme trahie, fuyant un théâtre absurde. Là, entre deux vannes destinées au transport des invités, se trouvait une voiture noire, sobre, encore ouverte. Elle reconnut aussitôt le véhicule de location réservé pour les cousins suisses de son père. À cet instant, elle ne pensa ni au vol ni aux conséquences. Elle n'avait pas le luxe de la morale ou de la logique. Son instinct de survie l'emportait sur tout. Elle ouvrit la portière avant sans hésitation, s'installa derrière le volant, fit glisser le siège en arrière à cause de sa robe encombrante, puis démarra après avoir trouvé les clés dans le vide-poche central. Le moteur ronronna, discret, presque complice. Camille n'attendit pas une seconde de plus. Elle appuya sur l'accélérateur, contourna doucement les autres véhicules et sortit du domaine par un chemin de service à peine visible, bordé de vieux murs de pierre. Alors qu'elle s'éloignait, elle jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Le château semblait paisible, presque irréel sous la lumière dorée de l'après-midi. Rien de l'extérieur ne laissait deviner le chaos qu'elle venait d'y laisser derrière elle. Les invités prenèrent place. Les musiciens répétaient encore quelques mesures. Les organisateurs ajustaient les dernières fleurs. Au même moment, Étienne, debout près de l'autel décoré de rubans ivoire, arborait un masque de calme. À ses côtés, Jules et Maxime semblaient moins à l'aise, leurs regards fuyants, comme s'ils pressentaient
que quelque chose s'était brisé, que l'éclat de la façade n'allait pas tarder à se fissurer. Camille, elle, ne pleurait plus. Du moins, pas encore. Elle conduisait sans destination précise, les mains crispées sur le volant, les doigts blanchis par la tension. Chaque virage de la route étroite semblait une délivrance. Elle quittait un monde fabriqué, un mensonge immense qu'elle avait nourri malgré elle. Les arbres défilaient, les villages s'éloignaient et avec eux l'image de cette femme souriante qu'elle avait prétendu être pendant des mois. Il lui fallut plus d'1 heure pour réaliser pleinement ce qu'elle venait de faire. Elle n'avait laissé aucun mot, aucune explication. Sa mère, ses amis, les invités, tous découvriraient bientôt son absence. Ils chercheraient, appelleraient, supputeraient 1000 raisons. Certains parleraient de panique, d'un coup de folie. D'autres, moins indulgents, accuseraient son instabilité, son égoïsme. Mais personne ne comprendrait, car personne n'avait entendu les mots, ces mots qui, dans leur sécheresse absolue, venaient d'arracher la dernière illusion qui lui restait. En approchant d'une aire de repos déserte, elle s'arrêta. Elle coupa le contact, respira longuement. Les premières larmes coulèrent alors, silencieuses. Pas de sanglots, pas de cris. Juste des larmes chaudes qui traçaient des sillons sur ses joues. Elle se laissa aller contre le siège, ferma les yeux. Dans sa tête, tout tournait. Les visages familiers, les regards enthousiastes, les discours qu'elle n'entendrait jamais. Et surtout, la voix d'Étienne, froid, calculateur, indifférent. Elle aurait préféré une infidélité, un coup de colère, même un abandon à l'hôtel. Mais cette lucidité brutale, ce mépris déguisé en stratégie, c'était insupportable. Il ne s'agissait pas simplement de sentiments trahis, c'était son intelligence, sa confiance, son humanité même qu'il avait piétinée. Il l'avait utilisée comme un outil, un instrument de valorisation sociale et économique. La robe de mariée, désormais froissée, était tachée par la poussière de la voiture. Camille la regarda avec dégoût, puis commença à l'enlever tant bien que mal. Chaque bouton défait était un soulagement. Elle la plia du mieux qu'elle put, l'enroula dans une vieille couverture trouvée dans le coffre, puis l'abandonna sur la banquette arrière. Elle ouvrit la portière, sortit, inspira profondément. Le vent de la campagne caressait sa peau, emportant avec lui une partie de son angoisse. Elle se sentait libre, pour la première fois depuis des semaines. Libre, mais aussi terriblement seule. Elle remonta dans la voiture, reprit la route, cette fois vers le nord. Une direction choisie au hasard, ou peut-être dictée par un souvenir ancien, celui des étés passés en Savoie, près d'un lac qu'elle aimait enfant. Annecy. Ce nom s'imposa doucement à son esprit, une ville calme, loin de l'agitation de Paris ou de Lyon, une ville qui n'évoquait aucun souvenir commun avec Étienne. C'était décidé, elle irait là-bas, juste pour quelques jours. Le temps de réfléchir, de respirer, de se réinventer peut-être. À l'arrière du véhicule, son téléphone vibrait sans relâche. Des appels de sa mère, de Jeanne, de son père, puis d'un numéro masqué qu'elle devinait être celui d'Étienne. Elle l'ignora, puis finit par éteindre l'appareil. Elle ne voulait parler à personne, elle ne voulait rien expliquer. Comment mettre des mots sur une douleur aussi brutale, aussi intime? Personne n'aurait compris, pas sans l'avoir vécue, pas sans avoir entendu la phrase exacte, dite avec ce détachement glaçant, cette assurance implacable d'un homme qui planifie sa vie comme un tableau Excel. La nuit commençait à tomber lorsqu'elle aperçut les premières indications routières vers Annecy. Elle poussa un soupir, tourna le volant et s'engagea sur la bretelle. 1 heure plus tard, elle entrait dans la ville, entourée par les lumières douces des lampadaires et le clapotis lointain du lac. Les rues paisibles lui offrirent un contraste saisissant avec le tumulte de sa journée. Elle trouva une auberge modeste en bordure du centre, entra sans bagage, sans réservation, sans explication. Le réceptionniste, surpris par son apparence, ne posa pas de questions. Il lui remit une clé en silence. Camille monta dans sa chambre, s'assit sur le lit. Elle resta là, immobile, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais elle savait une chose, elle ne retournerait pas en arrière, pas cette fois, pas après ça. Le château, le mariage, la robe, les promesses creuses. Tout cela appartenait déjà à une autre vie, une vie qu'elle venait de quitter sans se retourner. La lumière du matin filtrait à travers les volets en bois de la petite chambre d'auberge. Camille se leva lentement, les muscles engourdis par une nuit agitée, peuplée de rêves confus et de souvenirs qu'elle aurait préféré oublier.
Son corps, encore habité par la fatigue émotionnelle, réagissait comme s'il avait couru pendant des heures. Elle se dirigea vers la salle de bain, ouvrit le robinet d'eau froide et laissa couler un filet glacé sur son visage. Ce contact brutal la ramena à la réalité. Elle était à Annecy, loin du tumulte du château, loin des regards des invités, loin d'Étienne. Elle était en vie, brisée peut-être, mais encore debout. Camille descendit dans la salle du petit déjeuner, les yeux encore cernés, vêtue d'un pull beige emprunté à la propriétaire de l'auberge et d'un vieux pantalon de jogging qu'elle avait trouvé dans un sac de dons dans le couloir. Personne ne sembla la reconnaître et elle s'en sentit soulagée. Les journaux du jour n'étaient pas encore arrivés, les téléphones n'étaient pas braqués sur elle, aucun murmure ne suivait ses pas. Elle pouvait respirer. Dans un coin de la salle, elle s'assit, commanda un café noir, puis regarda longuement par la fenêtre. Le lac scintillait à quelques rues bordées de montagnes dont les sommets disparaissaient dans la brume. Ce paysage, si différent de l'architecture fastueuse du château, lui apportait un apaisement inattendu. Après le petit déjeuner, elle sortit marcher sans but. Annecy lui était familière, comme un souvenir d'enfance à peine effacé. Elle y venait chaque été avec ses parents. Ils louaient un petit chalet près du lac, faisaient du pédalo, mangeaient des glaces à la vanille dans les ruelles fleuries de la vieille ville. Ces souvenirs revinrent par vagues, la surprenant par leur clarté. Ils n'étaient pas douloureux, seulement lointains, comme un rappel silencieux de ce qu'elle avait été avant que la vie ne se complique. Elle se rendit dans le quartier du Thiou, longeant les canaux paisibles, observant les passants sans vraiment les voir. Elle se sentait invisible, et pour la première fois depuis longtemps, cela ne la dérangeait pas. Camille trouva un petit chalet en location à la sortie de la ville, au bord d'un sentier forestier. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années nommé Monsieur Borel, lui fit visiter le lieu sans poser de questions. La maison était simple, un salon avec cheminée, une cuisine rustique, une chambre mansardée et un atelier vide à l'arrière. Lorsqu'il lui demanda son nom, elle répondit sans hésitation « Claire Martin ». Ce pseudonyme, choisi à l'instinct, lui donna l'impression de tourner une page. Elle signa le bail pour un mois en liquide, puis s'installa le jour même. Les premiers jours furent silencieux. Elle coupait son téléphone dès le réveil, ne regardait ni les journaux ni les réseaux sociaux. Elle vivait au rythme du soleil, des balades au bord du lac, des courses au marché local et des longues heures passées à observer les arbres depuis la terrasse. Elle cuisinait de manière simple, écrivait quelques lignes dans un carnet, griffonnait parfois des formes abstraites sans intention particulière. Mais très vite, ses doigts, privés trop longtemps de crayon, réclamèrent plus. Elle ressortit son carnet de croquis, celui qu'elle avait emporté machinalement en quittant le château. Les premières pages étaient noircies de dessins liés au mariage, esquisses de décoration florale, plans du château, idées de structure temporaire pour la cérémonie. Elle les arracha sans ménagement. Puis, sur une page vierge, elle traça une arche. Pas une arche de mariage, mais un pont fin, élégant, suspendu au-dessus d'un cours d'eau imaginaire. Dès lors, elle dessina chaque jour. Des passerelles courbes, des jardins suspendus, des places ouvertes à la lumière, des structures aériennes inspirées des ailes d'oiseaux. Elle ne pensait pas à une carrière, ni à une revanche. Elle dessinait pour elle. Parce qu'en dessinant, elle se souvenait de qui elle était avant Étienne, avant les promesses creuses, avant les costumes sur mesure et les dîners stratégiques. Elle retrouvait sa voix, ligne après ligne, trait après trait. Au marché du samedi matin, elle fit la connaissance de la libraire du quartier, une femme énergique nommée Florence, qui tenait une petite boutique indépendante entre deux ruelles pavées. Florence lui proposa de prendre un café après avoir remarqué son carnet ouvert sur la table d'un bistrot. Camille accepta avec une certaine réserve, encore méfiante vis-à-vis des relations humaines. Mais la conversation fut fluide, presque naturelle. Florence parlait beaucoup, posait peu de questions personnelles et s'intéressait sincèrement aux arts et à l'urbanisme. Elles échangèrent sur l'architecture de la ville, sur les projets municipaux récents, sur les erreurs de bétonisation des années 80. Camille, sous le nom de Claire, se contenta d'écouter puis de répondre sobrement. Mais à l'intérieur, elle sentait quelque chose se réchauffer, une forme de lien, ténue mais réelle, avec le monde extérieur. Quelques jours plus tard, elle entra dans un café face au canal pour s'y réfugier de la pluie. Elle posa son carnet sur la table, commanda un chocolat chaud,
puis se perdit dans ses croquis. Lorsqu'elle se leva pour partir, elle oublia le carnet sur la banquette. Elle ne s'en rendit compte qu'en arrivant chez elle, trempée par l'averse, cherchant le carnet pour y noter une idée soudaine. Panique. Ce carnet n'était pas qu'un cahier de croquis. Il contenait ses dessins les plus sincères depuis des mois, mais aussi ses coordonnées écrites à l'arrière de la couverture, celles du chalet sous son faux nom. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à sa porte. Camille, encore en pyjama, ouvrit prudemment. Un homme d'une 50aine d'années se tenait là, grand, vêtu d'un manteau en laine gris, tenant le carnet dans sa main droite. Il souriait avec une politesse discrète, sans insistance. Il se présenta. Paul Mercier, designer urbain à la tête d'une petite agence locale. Il avait trouvé le carnet au café, l'avait feuilleté, puis décidé de le rapporter en personne. Camille le remercia avec retenue, prit le carnet sans oser soutenir son regard. Paul ne posa pas de questions. Il dit simplement que les croquis étaient magnifiques, puis repartit sous la pluie. Camille referma la porte, le carnet serré contre sa poitrine. Elle resta longtemps debout, immobile. Le passé venait peut-être de frapper à sa porte sous une autre forme, mais pour la première fois, elle n'en eut pas peur. Les jours qui suivirent, la visite de Paul Mercier se déroulèrent dans une atmosphère étrange, faite de silence et d'anticipation. Camille, toujours sous le pseudonyme de Claire, n'arrêtait pas de penser à cet homme aux manières posées, au regard clair et à la voix mesurée. Il n'avait rien dit de plus que quelques mots polis, mais dans sa façon de lui tendre le carnet, dans la délicatesse avec laquelle il l'avait regardé, il y avait quelque chose de différent. Aucun jugement, aucune curiosité mal placée, juste une reconnaissance sincère du travail contenu dans ces pages. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre de réaction. Avec Étienne, tout avait toujours été analysé, évalué selon des critères d'efficacité, de stratégie, de positionnement. Il lui disait que son talent était utile, qu'elle savait vendre de la poésie avec du béton. Paul, lui, n'avait rien dit de tel. Il avait simplement apprécié. Et cela suffisait à troubler Camille, plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle continua ses balades quotidiennes au bord du lac, son carnet désormais plus précieux encore. Chaque page se remplissait à grande vitesse. Elle y couchait des idées de structures éphémères, de pavillons ouverts à la lumière naturelle, de places publiques conçues pour favoriser les rencontres. Sa main semblait guidée par un besoin urgent de créer, non plus pour une commande ou un client, mais pour elle-même, pour réconcilier ce qu'elle était avec ce qu'elle aspirait à devenir. Elle avait cessé de consulter ses messages ou d'allumer son téléphone. Tout ce qui venait de sa vie d'avant lui semblait lointain, presque irréel. Une semaine plus tard, alors qu'elle lisait dans le café où elle avait perdu son carnet, Paul entra à nouveau. Il portait la même écharpe grise, son visage toujours marqué par une expression à la fois vive et discrète. Il la reconnut immédiatement et lui adressa un signe de tête respectueux. Camille, surprise, répondit d'un simple bonjour. Il ne s'assit pas à sa table, ne l'envahit pas. Il alla commander un café, s'installa quelques mètres plus loin et sortit un ordinateur portable. Pendant quelques minutes, elle tenta de se concentrer sur son livre, mais les mots dansaient devant ses yeux. Finalement, elle se leva, hésitante, et marcha jusqu'à sa table. « Merci encore pour le carnet », dit-elle simplement. Paul leva les yeux, sourit doucement. « Ce serait dommage qu'un tel travail se perde. Vous êtes architecte ?» Camille hocha la tête, prudente. « Disons que je dessine. Je suis en pause. » Paul respecta son silence, puis se contenta de répondre « Une pause peut être nécessaire parfois. Elle révèle des choses que la course quotidienne nous empêche de voir. » Il lui proposa de s'asseoir. Elle accepta. Ce fut le début d'une conversation inattendue. Paul lui parla de son agence de design urbain, de sa volonté de rendre les villes plus humaines, plus adaptées à ceux qui les habitent réellement. Il évoqua son travail avec des collectivités locales, des projets modestes mais significatifs, comme la réhabilitation d'une cour d'école, la transformation d'un terrain vague en espace communautaire. Camille écoutait, d'abord sur la défensive, puis de plus en plus attentive. Il ne cherchait pas à impressionner. Il parlait avec passion, sans emphase. Et lorsqu'il lui demanda si elle accepterait de jeter un œil à un projet en cours, elle hésita, puis répondit par un « pourquoi pas », presque inaudible. Ils se revirent le lendemain dans les locaux de son agence, un petit bâtiment rénové situé en périphérie, entre un ancien entrepôt et un potager urbain. L'équipe était réduite, composée de jeunes designers,
d'un ingénieur à la retraite et d'une chargée de mission dynamique nommée Myriam. Tous l'accueillirent avec bienveillance, sans poser de questions sur son passé. Paul leur avait simplement dit qu'elle s'appelait Claire, qu'elle avait une sensibilité rare pour l'espace et la lumière, et qu'il voulait lui montrer un dossier. Il s'agissait d'un projet de revitalisation d'une ancienne place publique abandonnée depuis des années, située au cœur d'un quartier populaire. Camille parcourut les plans, les photos, les notes. Elle sentit une excitation familière monter en elle. Le lieu avait du potentiel, mais les premières esquisses lui semblaient trop rigides, trop fonctionnelles. Elle proposa quelques idées à voix basse, suggérant des formes courbes, des zones végétalisées, une continuité entre les espaces de passage et ceux de repos. Paul écoutait avec attention. Il prit note de chaque mot. Puis, à la fin de la réunion, il lui demanda si elle accepterait de collaborer sur le projet, même temporairement. Elle hésita. Elle n'était pas prête à exposer son nom, à signer quoi que ce soit, mais travailler sous le pseudonyme de Claire dans un cadre bienveillant, sur un projet concret et utile, l'idée lui plaisait. Elle accepta. Les jours suivants, elle retrouva une forme d'équilibre. Le travail l'ancrant dans le présent, l'empêchant de trop penser. Chaque matin, elle rejoignait l'agence, participait aux réunions, dessinait tard le soir dans le chalet. Elle évitait soigneusement les projecteurs, refusait les interviews locales, se tenait à distance des réseaux sociaux. Mais malgré toutes ces précautions, le passé la rattrapa plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Un après-midi, alors qu'elle présentait une maquette simplifiée à une réunion de quartier, une femme dans l'assistance la fixa intensément. Âgée, élégante, elle semblait familière sans que Camille ne parvienne à l'identifier. Ce n'est que le lendemain, en recevant un message anonyme glissé sous la porte du chalet, qu'elle comprit. Camille Duret. Intéressant de vous voir ici sous un autre nom. Aucun mot de menace. Juste une constatation, suffisante pour ébranler le fragile équilibre qu'elle venait de reconstruire. La panique la gagna brièvement. Elle pensa tout arrêter, partir encore une fois, changer d'endroit, effacer Claire comme elle avait effacé Camille. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être le regard de Paul lorsqu'il observait ses croquis, peut-être le sourire de Myriam quand elles travaillaient ensemble, peut-être la conviction qu'il fallait, à un moment, cesser de fuir. Alors, elle respira profondément, regarda son carnet et sut qu'elle ne pourrait plus redevenir invisible, même sous un autre nom. Les jours s'enchaînaient avec une régularité nouvelle dans la vie de Camille, ou plutôt dans celle de Claire, ce nom emprunté qui lui servait d'abri depuis sa fuite. Chaque matin, elle quittait son chalet au lever du jour, traversait les ruelles encore silencieuses d'Annecy et rejoignait l'atelier de Paul avec une assiduité qu'elle n'aurait pas soupçonnée chez elle quelques semaines plus tôt. Travailler sur la rénovation de la place Saint-Gabriel devenait un ancrage plus solide que tous les serments prononcés à l'autel. Le chantier ne faisait que commencer, mais déjà les idées prenaient forme dans l'espace. Des bancs modulables, des arbres fruitiers intégrés dans le mobilier urbain, un petit amphithéâtre pour les représentations artistiques locales. Ce n'était pas une œuvre monumentale, ni une architecture de prestige, mais c'était un espace pour les gens, un lieu de rencontre, de vie, de simplicité. Et Camille s'y reconnaissait. Paul, fidèle à sa nature discrète, ne cherchait jamais à forcer l'intimité. Il parlait du travail, de ses convictions sur l'espace public, de ses espoirs pour la ville, mais jamais de sa vie privée ni de celle de Camille. Il respectait les silences, savait lire entre les lignes, et cela suffisait à créer une forme de confiance tacite entre eux. Camille se surprenait parfois à le regarder en pleine conversation, cherchant dans son visage une faille, une once d'opportunisme, un masque quelconque. Mais elle n'y trouvait rien que de la sincérité. Cela la déstabilisait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un matin, alors qu'il finalisait une présentation pour une réunion avec les services municipaux, Paul s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur une esquisse que Camille venait de poser sur la table. Elle représentait une passerelle courbe, surplombant une étendue d'eau dont les garde-corps étaient ornés de motifs floraux ajourés. Le dessin était fin, délicat, presque onirique. Paul la regarda longuement, puis lui demanda d'où lui venait cette idée. Camille hésita un instant, puis répondit « D'un souvenir, d'un endroit où j'aurais aimé me sentir libre. » Paul ne posa pas d'autres questions, mais il hocha la tête avec respect. Plus tard, ce même jour, il lui proposa une promenade après le déjeuner. Ils marchèrent côte à côte, au bord du Thiou,
observant les signes et les reflets des maisons colorées dans l'eau. Paul s'arrêta soudain et dit d'un ton calme: « Je sais que tu te caches, Claire. Je n'ai jamais voulu te mettre mal à l'aise, mais je sens que ce n'est pas ton vrai prénom. Et je sais que quelque chose t'a brisé avant d'arriver ici. Tu n'as pas à me dire quoi. Mais si jamais tu veux travailler ici pour de bon sous ton vrai nom ou non, sache que ma porte te sera toujours ouverte. » Camille sentit un souffle passer dans son dos, comme un vent tiède venu du lac. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de marcher lentement, les bras croisés, le regard lointain. Cette main tendue sans condition, cette absence de pression, c'était exactement ce dont elle avait besoin, mais cela la confrontait à une question qu'elle avait évitée jusqu'ici. Combien de temps encore allait-elle vivre sous un nom d'emprunt? Elle accepta malgré tout de rester. Non pas en révélant son identité, mais en s'autorisant à croire qu'un avenir pouvait exister, même bancal, même incertain. Elle travailla avec plus d'implication encore, peaufinant chaque détail, coordonnant les équipes, rencontrant les habitants du quartier pour adapter le projet à leurs attentes. C'est lors de l'une de ces réunions, dans une salle communale aux murs tapissés d'affiches décolorées, qu'un incident fit basculer l'équilibre précaire de sa nouvelle vie. Une femme distinguée, la cinquantaine élégante, entra dans la salle avec un air assuré. Camille sentit immédiatement une tension familière. Elle connaissait ce type de posture, cette manière de scruter l'assemblée avec l'assurance de ceux qui pensent tout comprendre. La réunion se déroula normalement, jusqu'à ce que cette femme, en fin de séance, demande à prendre la parole. Elle félicita l'équipe, parla des bienfaits du projet, puis se tourna vers Camille et dit avec un sourire froid: « Je vous trouve très talentueuse, mademoiselle. Martin, c'est cela? Vous me rappelez quelqu'un que j'ai vu dans un magazine récemment. Une histoire de mariage annulée, très médiatisée. Une femme brillante, architecte aussi. Camille Duret, je crois. Vous la connaissez ?» Un silence glacé s'abattit sur la salle. Les regards se tournèrent vers Camille, qui resta figée. Le souffle coupé, elle sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Paul intervint aussitôt, détournant l'attention avec habileté, remerciant les participants, mettant fin à la réunion. Camille sortit sans un mot, marcha droit jusqu'à son chalet, referma la porte et s'écroula contre le mur, les jambes tremblantes. Elle passa la nuit à faire les 100 pas, à retourner chaque détail de la scène dans sa tête. Comment cette femme l'avait-elle reconnue? Était-ce un hasard? Une vengeance déguisée? Étienne était-il derrière cette apparition? Ou s'agissait-il simplement de quelqu'un qui aimait les scandales médiatiques? Peu importait. Le fait était là. Son anonymat venait de voler en éclats. Elle ne pouvait plus rester dans l'ombre. Le lendemain, elle alla voir Paul. Elle entra dans son bureau, ferma la porte derrière elle et s'assit. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis dit simplement: « Je ne m'appelle pas Claire, je m'appelle Camille Duret. » Paul ne sembla pas surpris. Il l'écouta en silence pendant qu'elle racontait tout, du château de Bagnols à la conversation volée, de la fuite à la fausse identité. Lorsqu'elle eut terminé, elle s'attendait à une réaction, de la déception, de la colère, peut-être même du rejet. Mais Paul se contenta de dire: « Je comprends. Ce que tu as vécu, c'est une violence. Mais tu as su créer autre chose avec ça. Tu as transformé la douleur en espace, en lumière. Si tu veux continuer ici avec ton vrai nom ou pas, je te soutiendrai. » Ce fut un choc. Une réponse si humaine, si entière, qu'elle en resta sans voix. Elle hocha la tête, incapable de parler, les larmes aux yeux. Ce jour-là, elle comprit que la reconstruction n'était pas une ligne droite, que parfois, elle passait par des détours, des masques, des silences, mais aussi par des rencontres, inattendues, précieuses, essentielles. Le lendemain de sa confession, Camille se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni même de la honte. C'était une forme de légèreté, presque inconnue. Le poids du mensonge, même celui qui l'avait protégée, venait de disparaître. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dit son nom sans trembler, sans détourner les yeux, sans inventer d'histoire. Camille Duret, ce nom qu'elle avait presque appris à haïr à cause de ce qu'il symbolisait dans la bouche d'Étienne, reprenait doucement sa place. Elle n'était plus seulement la femme humiliée d'un scandale médiatique. Elle était redevenue architecte, dessinatrice, créatrice. Et ce processus de reconnexion à elle-même avait commencé dans le regard de Paul. À l'agence, l'atmosphère ne changea pas. Paul n'en parla à personne. Il continua à l'appeler Camille, tout simplement.
Myriam lui lança un sourire complice en la saluant, comme si elle avait toujours su mais avait attendu que Camille soit prête. Les projets continuaient d'avancer. La place Saint-Gabriel entrait en phase de réalisation. Les premiers travaux de terrassement avaient commencé. Les riverains venaient observer le chantier avec curiosité, parfois avec enthousiasme, parfois avec scepticisme. Camille se rendait sur le site chaque jour, supervisait les équipes, discutait avec les ouvriers, prenait des photos. Elle avait retrouvé son souffle, sa voix et, plus étonnamment encore, une forme de paix intérieure. Mais dans l'ombre, une menace invisible persistait. Depuis la rencontre avec cette femme à la réunion municipale, Camille restait sur ses gardes. Elle surveillait son environnement avec plus d'attention, refusait encore d'activer son téléphone portable, limitait ses apparitions publiques. Elle savait que le scandale de son mariage annulé n'avait pas totalement disparu des radars. Des sites de potins en parlaient encore parfois, sous forme de rumeurs. Étienne, lui, était resté silencieux dans les médias, mais ce silence était inquiétant. Elle le connaissait suffisamment pour savoir qu'il n'était jamais passif. Son silence n'était pas de l'oubli, c'était une stratégie. Un soir, alors qu'elle travaillait seule dans l'atelier, Paul entra sans bruit, tenant un dossier à la main. Il le posa sur la table, s'assit en face d'elle. Camille, absorbée par une maquette en bois, leva les yeux. Il la regarda longuement, puis dit d'une voix douce « Tu sais que je te fais confiance. Tu as ta place ici. Mais je crois que tu dois te préparer. » Elle fronça les sourcils, confuse. Il sortit une tablette de son sac et lui montra un article publié la veille sur un blog d'affaires. On y évoquait Étienne Morel, ses récents investissements, son image redorée après une période trouble et, en bas de page, une mention brève. Selon des sources anonymes, son ancienne fiancée, l'architecte Camille Duret, aurait été localisée dans la région d'Annecy. Camille sentit son estomac se nouer. Elle lut et relut la phrase, espérant y trouver une erreur, une ambiguïté. Mais les mots étaient clairs. Quelqu'un avait parlé, quelqu'un l'avait trahi. Peut-être cette femme à la réunion, peut-être un ancien contact. Elle ne savait pas. Mais elle comprit que son anonymat était désormais compromis. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, fixa les montagnes à l'horizon. Paul resta silencieux, respectant son besoin de digérer l'information. Après un long moment, elle dit « Il va revenir, je le sens ». Paul ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Les jours suivants furent tendus. Camille continua de travailler, mais un fil invisible tirait sur ses nerfs. Chaque appel inconnu, chaque personne inattendue à l'agence la mettait en alerte. Elle parlait peu, dessinait beaucoup. Elle remplissait des pages entières de formes géométriques, de plans de refuge, de structures défensives. Son inconscient révélait ce que ces mots refusaient encore de formuler. Un matin, en arrivant à l'agence, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. Elle la reconnut immédiatement. Le papier épais, l'écriture précise. Étienne. Elle n'osa pas l'ouvrir sur le moment. Elle la glissa dans sa poche, la garda toute la journée sans y toucher. Ce n'est que le soir, dans le calme du chalet, qu'elle l'ouvrit. Une lettre manuscrite. Pas de discours amoureux, pas d'excuses, juste une proposition de rencontre. Il disait vouloir lui parler, réparer les choses, comprendre ce qu'il s'était passé. Elle sentit la colère monter. Ce qu'il s'était passé? Il osait poser la question. Il avait tout détruit et maintenant il voulait jouer la carte du malentendu. Elle froissa la lettre, la jeta dans la cheminée, la regarda brûler jusqu'à la dernière cendre. Mais elle ne dormit pas cette nuit-là. L'idée d'un face-à-face la hantait. Elle savait que fuir encore ne résoudrait rien. Et si Étienne apparaissait un jour sur le chantier, devant les employés, les habitants, Paul? Elle ne pouvait pas laisser cette possibilité devenir réalité. Elle devait reprendre le contrôle. Ce fut Paul qui lui suggéra l'idée, avec cette subtilité qui le caractérisait. Pourquoi ne pas l'affronter, mais à ta manière, dans un lieu que tu choisis, à un moment où tu décides, qu'il ne puisse plus te surprendre, qu'il soit contraint de jouer selon tes règles. Camille réfléchit longuement. Il avait raison. Elle ne voulait pas redevenir victime. Elle ne voulait pas être poursuivie, observée, manipulée une seconde fois. Alors elle décida. Elle lui répondit. Un message court, clair. Elle acceptait de le voir à Lyon dans un lieu public à une date précise. Un restaurant fréquenté, en plein centre, où il lui serait impossible de déformer la réalité. Elle organiserait la rencontre. Mais cette fois,
Elle ne serait plus celle qui découvre, mais celle qui révèle. Et ce qu'elle préparait allait tout changer. Le jour de la rencontre approchait et Camille préparait chaque détail avec une précision chirurgicale. Elle n'était plus cette femme blessée qui avait fui en robe de mariée à travers les chemins de campagne. Elle était redevenue architecte de sa propre histoire, bâtissant son plan pierre par pierre, déterminée à reprendre le contrôle de ce que l'on avait voulu lui arracher. Étienne croyait encore pouvoir manipuler les événements à sa guise, user de son charme, redorer son image. Mais cette fois, il allait tomber dans un piège qu'il ne verrait pas venir. Camille savait que ce type d'homme ne reculait jamais sans résistance, qu'il ne supportait pas de perdre le pouvoir, encore moins face à une femme qu'il pensait avoir utilisée. Elle choisit le lieu avec soin, un restaurant gastronomique à Lyon, au cœur du quartier des Brotteaux, fréquenté par les notables, les avocats, les journalistes, un endroit où la présence d'Étienne ne passerait pas inaperçue, où chaque mot prononcé pouvait potentiellement être entendu par des oreilles averties. Elle réserva une table dans la salle principale, à l'heure du déjeuner, un vendredi, moment stratégique où le restaurant était le plus rempli. Elle arriva la première, sobrement vêtue d'un tailleur bleu nuit, sans bijoux, le visage déterminé. Elle n'avait rien à prouver, seulement à exposer la vérité. Étienne entra quelques minutes plus tard, le même sourire contrôlé sur les lèvres, le même port altier. Il s'approcha avec une aisance calculée, tendit la main, qu'elle ignora. Il prit place face à elle, s'installa comme s'il retrouvait une vieille amie. Son ton était mielleux, condescendant, dégoulinant de fausse compassion. Il parla du passé, tenta de minimiser, évoqua la pression, le stress, l'ambition mal placée. Il essaya de redéfinir les faits, de réécrire leur histoire commune sous un angle plus acceptable. Camille ne répondit presque pas. Elle le laissa parler, s'empêchant de l'interrompre, notant mentalement chaque mot qu'il prononçait avec cette hypocrisie parfaite qu'il avait autrefois séduite puis détruite. Mais ce qu'Étienne ignorait, c'est qu'à cet instant, Paul se trouvait à quelques mètres, assis à une autre table, accompagné de 2 journalistes spécialisés dans les enquêtes économiques. Camille les avait contactés en secret, leur avait remis une copie du fameux enregistrement vidéo, celui obtenu quelques jours plus tôt, provenant d'un ancien employé d'Étienne. Une vidéo captée lors d'une soirée privée où Étienne se vantait devant ses partenaires d'avoir orchestré tout son mariage comme une opération de communication. Une alliance avec la petite Duret, c'est comme acheter un terrain constructible déjà viabilisé. Elle apporte le nom, l'image, la respectabilité. Ensuite, on bétonne ce qu'on veut. Ce document, Camille l'avait conservé comme une arme. Elle avait hésité à l'utiliser, craignant le scandale, les conséquences juridiques, la médiatisation. Mais après le message de cette femme anonyme à Annecy, après la lettre glissée sous sa porte, après les soupçons de Paul confirmés par la presse, elle avait compris qu'elle n'avait plus le choix. Si elle voulait que cette histoire prenne fin, il fallait faire tomber le masque, définitivement. Lorsque le repas fut servi, Étienne glissa quelques compliments sur son apparence, tenta d'évoquer un futur possible, d'un ton presque attendri. Camille le regardait, impassible. Puis, au moment du dessert, elle sortit calmement une clé USB de sa poche, la posa sur la table et dit simplement « C'est ce que tu es vraiment, Étienne, et je ne suis plus ta façade. » Il pâlit légèrement, fronça les sourcils, demanda ce que c'était. Elle ne répondit pas. Il tendit la main vers la clé, mais elle la récupéra aussitôt. « Ce n'est pas pour toi, c'est déjà entre de bonnes mains. » Étienne comprit alors. Il se redressa, son ton changea. Il perdit le vernis de courtoisie, laissa entrevoir une colère froide, une panique maîtrisée. Il parla de diffamation, de conséquences, de réputation. Camille ne s'y a pas. Elle se leva, jeta quelques billets sur la table pour couvrir l'addition, puis conclut « Je t'ai laissé le bénéfice du doute une fois. Tu m'as piétiné. Cette fois, c'est toi qui vas devoir expliquer. Pas à moi, mais à tous ceux à qui tu as menti. » Elle quitta le restaurant sans se retourner. Dans la rue, elle sentit l'air frais sur son visage et inspira profondément. Elle n'éprouvait aucune jubilation, aucune vengeance. Ce qu'elle ressentait, c'était un soulagement, comme si enfin, après des semaines de silence, de fuite, de reconstruction, elle avait fermé une porte. Derrière elle, les journalistes interrogeaient discrètement les serveurs. Paul prenait des notes, le feu de la vérité commençait à se propager. Le soir même,
Plusieurs sites d'information publiaient des articles évoquant l'enregistrement, la déclaration choc, la manière dont Étienne avait tenté d'instrumentaliser un mariage pour en tirer un bénéfice financier. Le nom de Camille apparaissait, mais cette fois, pas comme celui d'une victime. Elle était décrite comme celle qui avait mis fin à la mascarade, comme une femme qui s'était relevée avec dignité. Le téléphone de Camille restait éteint, mais l'écho de cette confrontation lui revenait par vagues. Myriam lui envoya un message bref. « Il est fini, tu peux respirer. » Et c'était vrai. Étienne, désormais, faisait face à des pressions de ses investisseurs, à des demandes de clarification de la part de ses partenaires. Son nom commençait à se désagréger dans les milieux où il avait longtemps régné. Il pouvait bien tenter de nier, d'attaquer, de se défendre. Le mal était fait. Ou plutôt, la vérité avait été dite. Camille retourna à Annecy le lendemain, exténuée, mais droite. Elle n'avait pas gagné une guerre. Elle avait simplement récupéré ce qu'on lui avait volé, sa parole. Et dans le silence du retour, elle sentit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre qu'elle pourrait écrire à son rythme, avec ses mots, sans mensonge ni masque. Le lendemain de son retour à Annecy, Camille se leva avec une étrange sensation d'inconnu. Ce n'était ni la peur ni la satisfaction, plutôt une forme de vide, celui qui survient après une bataille longue et épuisante. Elle avait affronté Étienne, exposé son jeu cruel, mis fin à l'emprise qu'il exerçait sur elle depuis des mois. La vidéo avait été transmise, les preuves étaient irréfutables. Pourtant, elle se sentait suspendue dans un entre-deux, comme si l'après n'avait pas encore trouvé sa place dans le réel. Elle s'habilla lentement, se prépara un café fort, puis s'installa face à la fenêtre, le regard perdu dans le mouvement paisible du lac. Paul arriva à l'atelier plus tôt que d'habitude. Il avait le visage fermé, concentré, son ordinateur portable sous le bras. Camille l'observa depuis la salle commune, silencieuse. Elle devinait qu'il apportait des nouvelles, mais elle ne savait pas encore si elles allaient l'apaiser ou raviver des blessures. Lorsqu'il la vit, il s'approcha, lui fit un signe discret pour qu'elle le suive dans son bureau. Une fois la porte refermée, il posa l'ordinateur sur la table, l'ouvrit et lança une vidéo. Camille reconnut immédiatement l'image. C'était un extrait inédit de la même soirée qui avait déjà été enregistré. La qualité était floue, le son parfois instable, mais les visages étaient reconnaissables. Étienne, dans un salon privé, une coupe de champagne à la main, entouré de deux hommes d'affaires connus dans le secteur immobilier. Il parlait d'elle comme d'un outil, d'un levier marketing. Elle a le nom, le style, la presse adore son profil. Une femme moderne, indépendante. On s'en sert pour la façade. Derrière, on déroule notre programme. Les autres riaient, opinaient du chef. L'un d'eux ajoutait « Tant qu'elle dit oui devant les caméras, tout passe ». Paul mit la vidéo en pause. Camille ne parlait pas. Elle fixait l'écran comme on fixe une photographie ancienne, un vestige d'une époque qu'on préférerait oublier. Elle n'était pas surprise, elle savait. Mais entendre ces mots dans cette crudité brutale renforçait l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Ce n'était pas seulement une manipulation affective, c'était une mise en scène, une exploitation publique de son image, de son talent, de sa dignité. Cette version, on ne l'a pas encore publiée, dit Paul d'une voix calme. Le journaliste pense qu'il faut la garder pour plus tard. Selon lui, l'enquête s'élargit. Il y aurait d'autres victimes, d'autres femmes dans des configurations similaires, peut-être pas aussi publiques, mais tout aussi cyniques. Camille ferma les yeux un instant. Elle ne voulait pas devenir le visage d'un scandale, mais elle comprenait que ce combat la dépassait. Il s'agissait désormais d'empêcher ce genre d'homme de continuer à opérer dans l'ombre, en silence, protégé par les apparences. Paul posa doucement sa main sur la table près de la sienne sans la toucher. « Ce que tu as fait, Camille, c'est courageux. Tu n'as pas simplement rétabli la vérité pour toi. Tu as ouvert une brèche. Et ce que tu choisis de faire maintenant déterminera si cette brèche devient un passage ou se referme. » Elle le regarda, émue, mais encore incertaine. Le chemin de la justice, elle le savait, était long, parfois injuste, souvent épuisant. Elle n'avait pas encore décidé si elle voulait s'y engager pleinement. Ce qu'elle savait, en revanche, c'est qu'elle ne voulait plus jamais se taire. Dans les jours qui suivirent, elle reçut de nombreux messages, certains de soutien, d'autres curieux, d'autres encore empreints de cette compassion gênante qui finit par infantiliser. Elle répondit peu. Elle préférait garder son énergie pour le travail. La place Saint-Gabriel avançait bien.
Les structures en bois prenaient forme, les pavés étaient posés, les premiers arbres arrivaient. Les enfants du quartier venaient après l'école pour observer les ouvriers, poser des questions, dessiner eux aussi sur des feuilles que Myriam leur distribuait. Camille passait du temps avec eux, leur expliquant les formes, les matériaux, les usages. C'était une façon douce de revenir au présent, de reconstruire un lien avec le réel. Un matin, elle reçut une lettre manuscrite. Pas de signature, juste quelques lignes. « Merci pour ce que vous avez fait. Je n'ai jamais eu la force de parler. Vous l'avez fait pour nous toutes. » Camille lut et relut ces mots. Ils étaient simples, presque anonymes. Mais ils touchaient au cœur de ce qu'elle avait voulu accomplir, sans même s'en rendre compte au départ. Elle n'avait pas cherché à devenir un symbole, ni une voix pour les autres. Elle voulait juste se libérer. Mais en brisant son propre silence, elle avait permis à d'autres d'imaginer qu'il était possible de faire de même. Elle rencontra à nouveau Paul, cette fois dans un cadre plus intime. Il l'invita chez lui, un appartement lumineux au dernier étage d'un immeuble ancien avec vue sur les toits d'Annecy. Ils partagèrent un dîner simple, un plat de pâtes aux herbes et un verre de vin rouge. Ils parlèrent peu de l'affaire, davantage de leurs parcours respectifs, des rêves qu'ils avaient abandonnés, de ceux qu'ils redécouvraient lentement. Paul lui parla de sa femme décédée, d'une maladie foudroyante, de l'année de silence qui avait suivi. Camille écouta en silence, respectueuse de cette douleur. Elle comprenait. La perte prenait des formes multiples, et chacun trouvait son chemin à travers elle, parfois en marchant seul, parfois en tendant la main. À la fin du repas, Paul lui demanda s'il pouvait lui montrer un projet qu'il gardait dans ses cartons depuis des années. Il s'agissait d'une passerelle piétonne, fine, élégante, reliant deux quartiers séparés par un ruisseau escarpé. Il n'avait jamais réussi à la faire accepter, faute de financement. Camille la regarda longuement, puis dit simplement « Et si on la faisait ensemble ?» Ce fut le début d'un nouveau plan, un projet pour demain, un pont au sens propre, mais aussi comme métaphore, pour relier les morceaux, pour aller d'un point à l'autre, pour construire au lieu de fuir, pour reprendre la maîtrise, pour dire enfin que l'histoire ne s'arrête pas là. Le soleil de fin d'après-midi baignait la ville de Lyon d'une lumière dorée qui adoucissait les contours des façades haussmanniennes. Le vent chaud de la saison faisait frémir les feuilles des platanes et les terrasses de café vibraient de conversations mêlées. Dans ce décor presque apaisant, Camille marchait d'un pas ferme vers le restaurant où elle avait donné rendez-vous à Étienne. Elle portait une robe sobre, longue, bleu profond, son visage dégagé, son regard fixe. Dans sa main droite, elle tenait un petit sac de cuir discret contenant un unique objet, une clé USB noire, identique à celle qu'elle lui avait montrée lors de leur dernière rencontre, mais cette fois prête à être utilisée d'une manière que ni lui, ni ses associés n'auraient anticipée. Le lieu qu'elle avait choisi n'était pas anodin. Situé à 2 rues seulement du siège d'une des sociétés immobilières liées à Étienne, le restaurant était fréquenté par des personnalités du secteur, des investisseurs, des journalistes spécialisés, et même certains membres de la municipalité. Camille savait que cette exposition était essentielle. Ce n'était pas de vengeance qu'il s'agissait, ni même de revanche. C'était une stratégie calculée pour que la vérité soit dite là où le mensonge avait été construit. Étienne arriva en retard, comme à son habitude, arborant un sourire confiant, vêtu d'un costume sur mesure, l'allure impeccable. Il s'installa avec une aisance qui aurait pu dérouter une autre que Camille. Mais elle, assise bien droite, ne laissa rien transparaître. Elle lui servit un regard froid, parfaitement maîtrisé. Il commença par quelques mots de convenance, tenta de poser une atmosphère cordiale, évoqua des souvenirs passés comme s'ils pouvaient servir de lien. Mais Camille ne répondit pas à ses tentatives. Elle attendait le bon moment. À une table voisine, 2 journalistes attendaient également. Camille les avait contactés en toute discrétion, leur avait expliqué qu'un moment clé allait se jouer ici et qu'ils devaient être prêts à capter ce qui serait dit, vu, entendu. Ils n'étaient pas là pour piéger, mais pour être témoins. Et leur simple présence suffisait à créer un champ magnétique dans lequel chaque mot allait compter. Camille sortit la clé USB et la posa sur la table. Étienne la fixa, surpris. Il ne comprenait pas pourquoi elle revenait sur ce point, pensait l'affaire close, gérée, effacée. Il tenta de détourner le sujet, de relativiser l'impact. Il parla de montage, de manipulation médiatique, d'ennemis communs. Mais Camille, calme, lui dit d'une voix nette,
audible par les tables voisines. Ce n'est pas une manipulation, Étienne. C'est ta voix, tes mots, ton mépris. Ce que tu as dit n'a pas été sorti de son contexte. Tu as réduit mon nom, mon travail, mon histoire à une vitrine. Tu as utilisé mon image comme un levier économique et tu pensais que je me tairais. Mais ce temps est révolu. Le silence s'installa brièvement. Étienne, déstabilisé, se pencha en avant, baissa un peu la voix. Il essaya de la raisonner, lui proposa une sortie discrète, un arrangement, une transaction pour tourner la page. Il parla d'argent, de contrats futurs, de position sociale. Chaque mot qu'il prononçait renforçait l'évidence de sa corruption morale. Camille, sans se démonter, sortit alors son téléphone, le posa à côté de la clé et dit simplement « Tu peux tout nier ici, mais dans 2 heures, cette vidéo sera en ligne. Et pas seulement elle. Les messages, les témoignages, les documents que tu pensais avoir enterrés. Tu n'as plus le contrôle. » Étienne blêmit. Il comprit enfin qu'il avait perdu cette partie, qu'il ne s'agissait pas d'un simple scandale à éteindre, mais d'un effondrement systémique. Il n'avait plus affaire à une femme éplorée, mais à une femme reconstruite, stratège, implacable. Il tenta de se lever, mais Camille, toujours assise, ajouta « Tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux, mais sache que cette fois, tu n'effaceras rien. » En sortant du restaurant, elle sentit une pression quitter ses épaules, comme si chaque pas qu'elle faisait effaçait les traces de chaînes invisibles. Elle marcha jusqu'à la place Bellecour, puis s'assit sur un banc. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas euphorique. Elle était simplement présente, entière, posée dans un moment de clarté totale. Elle savait que les conséquences seraient nombreuses. Que les médias s'emparèrent de l'affaire, que des alliés d'Étienne tentèrent peut-être de la faire taire à nouveau. Mais elle n'avait plus peur. Le soir même, comme prévu, l'enregistrement fut publié. Le site du média indépendant qui le diffusa reçut des milliers de connexions en quelques minutes. Les propos d'Étienne, sa stratégie cynique, sa manière de parler des femmes comme d'objets de rentabilité, firent l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des anciennes collaboratrices commencèrent à témoigner anonymement. Des investisseurs retirèrent leur soutien. Des avocats commencèrent à évoquer des procédures. Camille ne cherchait pas la gloire. Elle se tint à l'écart de la frénésie médiatique, mais elle observa en silence la chute de celui qui avait cru pouvoir la manipuler comme une simple pièce d'un jeu d'échecs. Elle reçut des messages de soutien de la part de femmes qu'elle ne connaissait pas, de jeunes architectes qui la remerciaient d'avoir pris position, d'hommes aussi qui s'interrogeaient désormais sur leurs propres privilèges. Et dans ce tumulte, elle trouva enfin un espace de calme, un territoire qu'elle n'avait pas eu à conquérir, mais qu'elle avait regagné par la vérité. Quelques jours plus tard, elle retourna à Annecy. Paul l'attendait à la gare. Il ne dit rien. Il la prit simplement dans ses bras brièvement, comme pour lui dire que tout allait bien. Ensemble, ils rentrèrent. Le chantier de la passerelle allait bientôt commencer. Un projet commun, sans faux-semblants, sans jeu d'apparence. Un vrai pont, solide, ancré dans le réel, à l'image de cette femme qui avait su, un jour, dire non pour mieux se retrouver. La ville d'Annecy s'était parée de ses teintes automnales. Les arbres bordant les rives du lac arboraient des feuilles rougeoyantes, et le reflet des montagnes dans l'eau offrait chaque matin un spectacle silencieux, presque irréel. Camille, désormais libérée de l'ombre d'Étienne, retrouvait peu à peu un rapport paisible au monde. Mais ce n'était pas une paix passive, c'était celle de ceux qui ont survécu au chaos et qui choisissent chaque jour de reconstruire, non par oubli, mais par volonté. Elle n'était plus en fuite. Elle n'était plus en protection. Elle n'était plus en attente. Elle était revenue à elle-même, mais une version nouvelle, affinée par l'épreuve. La passerelle qu'elle et Paul avaient rêvée ensemble n'était plus une esquisse dans un carnet. Le projet avait été validé par la municipalité après des semaines de négociations, de réunions publiques et de démarches administratives. Le nom choisi pour la structure n'était pas anodin, Renouveau. Un mot simple, mais porteur d'un sens profond. La passerelle Renouveau serait construite entre 2 quartiers souvent isolés l'un de l'autre, non seulement par la géographie, mais aussi par la sociologie. Camille tenait à cette symbolique. Elle voulait que son architecture parle, qu'elle relie les gens, qu'elle incarne l'idée que l'on peut toujours recommencer, différemment, sincèrement. Le chantier débuta un matin brumeux. Camille était sur place dès l'aube, les bottes dans la boue, le plan à la main, échangeant avec les ouvriers,
ajustant certains éléments. Elle n'était pas cette architecte distante, enfermée dans une tour d'ivoire. Elle était sur le terrain, attentive à chaque détail, respectueuse du travail manuel, reconnaissante du savoir-faire collectif. Paul la regardait parfois de loin, fasciné par sa rigueur tranquille. Il connaissait son parcours, sa douleur, sa colère passée, mais ce qu'il voyait désormais, c'était une femme engagée, qui ne cherchait plus à prouver, seulement à faire. Le chantier attirait l'attention. Les habitants passaient régulièrement observer les progrès. Des enfants dessinaient la passerelle sur leurs cahiers. Une professeure d'art plastique proposa même un atelier sur place, où les élèves de primaire imaginèrent des villes idéales, inspirées de la fluidité du pont. Camille fut invitée à parler dans plusieurs conférences, mais elle déclina. Elle ne voulait pas que ce projet devienne un monument à sa propre histoire. Elle voulait qu'il vive par lui-même, qu'il appartienne à ceux qui le traverseraient. Au sein de l'agence, le climat avait changé aussi. Son retour sous sa véritable identité avait été accueilli avec une élégance discrète. Personne ne fit de commentaires déplacés. Le respect qu'elle inspirait reposait sur son travail, sur son intégrité, sur sa capacité à diriger sans imposer. Elle et Paul prirent la décision de fonder ensemble une nouvelle structure, un cabinet d'architecture et d'aménagement urbain tourné vers la durabilité, l'éthique, l'inclusion. Ils réunirent une petite équipe motivée, polyvalente. Le nom choisi pour cette nouvelle entité fut Atelier Élan. Le mot évoquait à la fois le mouvement, l'impulsion et la grâce d'un départ renouvelé. Le premier projet de l'Atelier Élan fut une aire communautaire dans une zone urbaine en reconversion. L'objectif était de créer un espace hybride, potager partagé, scène en plein air, coin lecture, jeux pour enfants. Camille dessina les premières lignes sur un coin de table, inspirée par une discussion avec une habitante du quartier. Elle voulait que l'architecture sorte des institutions, qu'elle redescende dans la rue, dans le quotidien, dans la vie réelle. Elle parlait souvent de architecture sensible, une notion qu'elle définissait non pas par la forme, mais par l'attention portée aux usages, aux liens invisibles qui se tissent entre les lieux et les gens. La presse locale s'intéressa à son retour, certains journaux nationaux aussi. Mais Camille resta en retrait, acceptant une seule interview, publiée dans un média indépendant. Elle y parla de la nécessité de redéfinir la réussite, de questionner les structures de pouvoir, de refuser les récits imposés. Elle ne mentionna jamais Étienne. Elle n'avait plus besoin de cela. Elle s'était détachée de cette histoire. Elle n'était plus l'ex-fiancée mais l'architecte de renouveau. Et cela suffisait. Sa relation avec Paul évolua lentement, sans pression, sans déclaration enflammée. Ils partageaient des silences confortables, des rires discrets, des soirées à parler de projets, de voyages qu'ils n'avaient jamais faits, de livres qu'ils relisaient. Il y avait entre eux une tendresse retenue, un respect profond, une complicité qui n'avait rien d'un feu de paille. Ils n'avaient pas besoin de mettre de mots sur ce qui les unissait. C'était là, dans le regard de Paul, quand il la voyait, concentrée sur une maquette, dans la façon dont Camille préparait le café le matin, en devinant à l'avance combien de sucre il mettrait. Un jour, alors qu'il finalisait les derniers éléments administratifs du chantier Renouveau, Paul lui proposa d'inscrire officiellement son nom comme cofondatrice de l'atelier Élan. Camille hésita. Pendant longtemps, elle avait fui les titres, les responsabilités symboliques, de peur d'être à nouveau utilisée. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas un pion, elle était une bâtisseuse. Elle avait sa voix, son espace, son autonomie. Elle signa les documents avec une émotion discrète, consciente de la portée du geste. Le jour où la structure de la passerelle fut achevée, une petite cérémonie eut lieu. Les habitants du quartier vinrent nombreux. Des enfants traversèrent les premières planches en riant. Camille resta un peu en retrait, observant. Elle ne se plaça pas au centre. Elle n'en avait pas besoin. La passerelle vivait. C'était tout ce qui comptait. Elle reçut des remerciements, des sourires, des poignées de main. Paul la rejoignit au bord du lac un peu plus tard après la foule dissipée. Ils s'assirent en silence. Camille regarda l'eau puis dit doucement « J'ai l'impression que ce n'est que maintenant que je commence vraiment. » Paul lui répondit sans détourner les yeux « C'est parce que, cette fois, tu n'as rien à prouver. Tu fais ce que tu es. » Et dans ce moment suspendu, simple mais profondément vrai, elle comprit que la nouvelle Camille n'était pas une version améliorée de l'ancienne,
mais une femme qui avait réappris à se choisir, sans se renier. Une femme qui, enfin, construisait à partir de son propre socle. L'hiver s'installa progressivement sur Annecy. Les jours raccourcissaient, la lumière devenait plus douce et l'air se faisait plus tranchant, mordant les joues dès les premières heures du matin. La ville semblait ralentir, comme si chaque geste, chaque mouvement, chaque voix devenait plus discret, plus mesuré. Dans ce silence ouaté, Camille continuait d'avancer, pas à pas, dans une trajectoire qui lui appartenait désormais en totalité. La passerelle Renouveau, désormais ouverte au public, accueillait chaque jour des passants, des enfants à vélo, des amoureux, des promeneurs solitaires. Elle était devenue un lieu vivant, organique, adopté naturellement par les habitants du quartier. Camille aimait s'y rendre au lever du jour, avant que le flux des citadins ne vienne l'occuper, pour observer les lignes, les ombres, les reflets dans l'eau. Un matin de décembre, alors que la neige recouvrait les toits et les trottoirs d'un manteau blanc, elle reçut un appel inattendu. C'était sa mère. Cela faisait plusieurs mois qu'elles ne s'étaient pas parlé. Le silence entre elles n'était pas fait de rancune, mais d'une distance pudique, née de l'incompréhension mutuelle. Sa mère l'avait cherchée au début, tenté de la contacter, puis s'était tue, respectant le besoin d'espace ou peut-être simplement effrayée de ce qu'elle découvrirait. Mais cette fois, sa voix était claire, posée, presque tremblante. Elle disait simplement « Nous aimerions te voir, pas pour comprendre, pas pour questionner, juste pour te dire que tu nous as manqué. » Camille hésita, comme toujours, lorsqu'il s'agissait de renouer avec les fragments de son ancienne vie. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'éprouvait plus la colère de l'abandon, ni la douleur de n'avoir pas été protégée. Elle avait traversé cela. Elle avait grandi au travers. Elle accepta donc. Le dimanche suivant, elle prit un train pour Lyon, cette même ville où elle avait autrefois vu s'écrouler son monde. Mais cette fois, elle n'y allait pas en fuyarde ni en victime. Elle y allait en femme entière, lucide, debout. La rencontre eut lieu dans la maison familiale, au sud de la ville, dans un quartier résidentiel bordé de cyprès et de maisons mitoyennes. Son père ouvrit la porte. Il avait vieilli, ses traits étaient plus marqués, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Il ne dit rien d'abord, puis la serra dans ses bras longuement, sans un mot. Sa mère attendait dans le salon, les mains nouées sur ses genoux. Lorsqu'elle vit Camille, elle se leva, fit un pas en avant, puis murmura « Je suis désolée, pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir écouté, pour avoir voulu que tu sois forte alors que tu avais besoin qu'on te croie. » Camille s'approcha, la regarda longuement, puis elle répondit d'une voix calme « Tu as fait ce que tu as pu. Je n'avais pas non plus les mots. » Elles s'assirent et ce fut le début d'un échange vrai, fragile, lent, mais profond. Elles parlèrent peu du passé. Elles évoquèrent surtout le présent, les projets, la vie à Annecy, le cabinet, la passerelle, les enfants du quartier. Ses parents l'écoutèrent, émus, admiratifs, parfois un peu coupables, mais sans chercher à se justifier. Ils la redécouvraient, non comme la fille à marier qu'ils avaient rêvé, mais comme la femme qu'elle était devenue, complexe, forte, blessée mais lumineuse. De retour à Annecy, Camille reprit son rythme. Elle travailla sur de nouveaux projets, accompagna une équipe d'étudiants en architecture pour un programme de mentorat, visita plusieurs villes voisines pour des consultations urbanistiques. Elle était devenue une référence discrète, respectée non pas pour une célébrité passagère mais pour la qualité de son engagement, la justesse de ses visions, l'écoute qu'elle accordait à ceux qui n'avaient jamais eu voix au chapitre. Elle ne parlait jamais d'Étienne, sauf lorsque cela servait à alerter et à prévenir, à transmettre un savoir sur les violences invisibles que l'on maquille sous les apparences du succès. Avec Paul, la relation évoluait dans un équilibre rare. Il n'y avait pas d'urgence, pas d'attente démesurée, pas de projection. Il y avait une présence constante, rassurante, mature. Ils se retrouvaient souvent après le travail, partageaient des repas simples, des lectures, des promenades silencieuses. Parfois, ils parlèrent du passé. D'autres fois, ils se contentaient d'être là, dans la chaleur d'un salon éclairé par une lampe basse, avec pour seule bande sonore le crépitement du bois dans la cheminée. Un soir, Paul l'invita à marcher autour du lac. Il faisait froid, le ciel était dégagé, les étoiles semblaient plus proches qu'à l'accoutumée. Ils marchèrent longtemps, en silence. Puis, alors qu'ils atteignaient une petite jetée de bois, il s'arrêta, la regarda et dit doucement « Tu sais, je ne t'attends pas.
Je marche à côté de toi, c'est tout. Et si un jour tu veux qu'on avance ensemble, je serai là. Mais ce que tu fais maintenant, c'est déjà magnifique. » Camille le regarda, le cœur étrangement léger. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de poser sa main sur la sienne, sans mots, sans promesse. Il n'y avait rien à forcer, rien à définir trop vite. Ce qu'ils construisaient n'avait pas besoin d'étiquette. C'était un lien tissé dans la lenteur, la sincérité, la confiance. Un lien qui grandissait comme les fleurs que l'on ne voit pas éclore, mais qui sont là, sous la neige, prêtes à surgir quand le sol sera prêt. Et c'était peut-être cela la plus grande victoire de Camille. Ne plus vivre dans l'attente, ne plus courir après des modèles, ne plus chercher à réparer ce qui ne devait pas l'être, mais avancer, à son rythme, en conscience, en vérité, et avec l'humilité de ceux qui savent que tout peut encore se réinventer, même en plein hiver. Le ciel était d'un bleu limpide ce matin-là, presque irréel pour un mois de mai. L'air sentait le lilas et la rosée. Dans un petit jardin à flanc de colline, à quelques kilomètres d'Annecy, un groupe restreint de personnes se rassemblait en silence, dans une atmosphère empreinte d'émotions discrètes. Pas de fanfare, pas de cortège, pas de décor ostentatoire. Seuls des bancs en bois, des guirlandes de fleurs suspendues à des branches, quelques lampions blancs flottant paresseusement au-dessus de l'herbe fraîche. Camille, debout sous une arche naturelle de branches d'érable, respirait profondément. Elle portait une robe légère, sans broderie ni traîne, d'un blanc presque nacré, souple, simple, qui dansait doucement avec le vent. Ses cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient s'échapper quelques mèches indisciplinées. Ses yeux, eux, brillaient d'un éclat doux, paisible, profond. Il y avait exactement un an, presque à l'heure près, elle avait fui un château en robe de mariée, le cœur brisé par une trahison qu'elle n'aurait jamais cru possible. Aujourd'hui, elle était là, droite, sereine, consciente de chaque pas qu'il avait mené jusqu'à ce moment. Autour d'elle, des visages familiers, ses parents, réconciliés avec leur fille qu'ils avaient appris à découvrir sous une lumière nouvelle. Myriam, fidèle collaboratrice et amie, qui tenait entre les mains un carnet à dessin contenant tous les projets de Camille depuis son arrivée à Annecy, les enfants du quartier de la Passerelle Renouveau, vêtus de tenues colorées, assis sur l'herbe, les yeux écarquillés devant la magie silencieuse de la scène. Paul attendait sous l'arche, vêtu d'un costume de lin gris clair, sans cravate, les manches légèrement retroussées. Il ne souriait pas à pleines dents. Il n'exagérait aucun geste. Il la regardait simplement comme on regarde une évidence. Depuis leur première rencontre, il n'avait jamais forcé quoi que ce soit. Il avait marché à côté d'elle, parfois derrière, parfois en silence, parfois en écoute. Et aujourd'hui, il était là, parce qu'elle l'avait choisi. Non pas pour combler un vide, non pas pour réparer une histoire passée, mais parce qu'ensemble, ils avaient su créer quelque chose de juste, de lent, d'équilibré. Le maire du village, un homme discret, ami de Paul depuis plusieurs années, se tenait devant eux, un carnet à la main. Il n'y avait pas de discours flamboyant, pas de serment écrit à l'avance. Juste quelques mots sur la lumière qui revient après l'hiver, sur les ponts que l'on construit entre les êtres, sur l'importance de se choisir dans le calme plutôt que dans l'illusion. Puis il posa la question traditionnelle à Camille, la regardant avec bienveillance. Camille Duret, acceptez-vous de vous engager aujourd'hui, ici, aux côtés de Paul Mercier, de marcher avec lui, sans promesse de perfection, mais avec la volonté sincère de construire ensemble. Un silence délicat s'installa, pas celui de l'hésitation, mais celui du poids symbolique de cet instant. Camille inspira profondément, regarda Paul dans les yeux, puis dit d'une voix claire, sans trembler, « Oui, mais cette fois pour moi. » Des frissons traversèrent l'assemblée. Quelques larmes perlèrent d'Anne sur les joues. Paul tendit doucement la main, qu'elle saisit avec tendresse. Il ne répondit pas par des mots, seulement par ce regard qu'elle connaissait si bien maintenant. Ce regard qui disait « Je suis là, je resterai ». La cérémonie s'acheva dans la douceur d'un après-midi d'été en avance. Pas de jets de riz, pas de cris, seulement des rires discrets, des accolades sincères, une chanson jouée à la guitare par un adolescent du quartier, assis en tailleur près d'un pot de lavande. Un buffet simple avait été dressé sous un grand arbre, des plats faits maison, des fruits frais, du pain croustillant, du vin local. Camille circulait parmi ses invités sans être accaparée, prenant le temps pour chacun, riant parfois,
se laissant porter par cette joie tranquille qui ne cherche pas à se montrer, mais qui irradie dans les gestes. Elle s'arrêta un instant près de la vieille table en bois sur laquelle étaient posés plusieurs objets symboliques, une maquette réduite de la passerelle Renouveau, une photo d'elle en train de dessiner sous un arbre et un carnet ouvert sur une page blanche. Myriam s'approcha, lui tendit un stylo et lui dit « Une nouvelle page, à toi de l'écrire ». Camille sourit, écrivit quelques lignes, referma doucement le carnet, puis leva les yeux vers Paul qui l'attendait à quelques pas. Ils quittèrent le jardin à pied, main dans la main en silence. Il n'y avait pas de voiture décorée, pas de musique assourdissante, pas de foule, juste deux êtres avançant ensemble sur un chemin qu'ils avaient choisi, avec leurs cicatrices, leurs forces, leur lenteur. Ils prirent un sentier qui longeait le lac, les pieds dans l'herbe, les chaussures à la main, riant de la fraîcheur de l'eau sur leur peau. Ils ne parlaient pas d'avenir en termes de projets, de chiffres ou de délais. Ils parlaient de saison, de lecture, d'envie, de lenteur. Lorsque le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de nuances roses et or, Camille s'arrêta, tourna le visage vers Paul et dit doucement « Tu sais ce que je ressens ?» Il secoua la tête avec un sourire curieux. Elle répondit « J'ai enfin l'impression que ma vie m'appartient. Pas comme un fardeau, pas comme une mission, mais comme une œuvre en cours. » Il l'enlaça, et ils restèrent ainsi, face à l'horizon, deux silhouettes tranquilles dans la lumière décroissante, sans peur, sans bruit, sans masque. Le cycle s'était refermé, non dans le fracas d'un règlement de compte, mais dans la clarté d'un choix assumé. Camille Duret, qui un an plus tôt avait dit non en silence, disait aujourd'hui oui en pleine conscience. Et dans ce simple mot résonnait toute la force d'une femme qui avait refusé d'être définie par une chute, pour mieux écrire elle-même son propre envol.